résolution. J'aimerais enchaîner là-dessus. Intéressante, mais qui n'avait pas de rapport avec... Là, je pense qu'il faut s'en tenir à la résolution. J'ai permis à M. Jeté d'y aller. Là, on vient de passer... Excusez-moi, on vient de passer une résolution pour autoriser le directeur général à aller à un congrès, je pense que c'est ça. Est-ce que je peux, monsieur, excusez, est-ce que je peux prendre la parole 30 secondes juste pour... J'ai oublié de vous mentionner... On est au dépôt de documents. Exactement, on est au dépôt de documents 15.1 dans la liste des comptes à payer. Et j'ai oublié de vous mentionner qu'il y avait un photographe dont les frais ont été mentionnés, je m'excuse, dont les frais ont été inscrits à la liste des comptes à payer. C'est sur quoi, dans le fond, je me questionnais tout simplement. J'avais oublié de vous le mentionner, je m'en excuse. D'accord, là, je comprends. Alors, OK. Madame Assad, vos livres sur les comptes, sur les dépôts de documents? Oui, effectivement. Oui. Dans la liste de comptes à payer, on voit un montant de 919 $ pour le photographe officiel de la Ville, M. Robert Côté. Et ce que je voulais soulever, c'est qu'il y a des changements de comportement dernièrement qui sont désolants. Dans le passé, on était convoqués pour la prise de photos officielle du photographe officiel de la Ville. Et maintenant, ça semble ne plus être le pratique, ce que je considère partisan. De plus, cette politique de communication qui avait été mise en vigueur l'année passée indique à l'intérieur du document que le photographe est à la disposition du maire et son représentant seulement. Fait que moi, ma question au directeur général ou bien à vous, c'est combien avons-nous dépensé pour une photographe officielle cette année, l'année passée et l'année d'avant pour avoir quelqu'un qui prend la photo seulement du maire quand on vit dans un air où est-ce que le iPhone devrait être suffisant? Merci. Écoutez, je pense qu'on n'a pas le renseignement, M. Bouchard, immédiatement. Je comprends la question. Moi, je pense qu'écoutez, je ne veux pas élaborer là-dessus. Là. Je pense qu'on pourra regarder ce que ça a coûté, le photographe que la Ville utilise, que les communications embauchent, et puis on pourra apporter la réponse. C'est ce que je peux répondre actuellement. Parfait. Fait que je vais attendre la réponse. Non, j'ai une autre question. Il y a une firme indiquée qui est Enigma, une firme de communication. Et donc, je voulais savoir, c'est quoi cette firme-là? Qu'est-ce qu'elle a fait pour la Ville? Et pourquoi on a dépassé autant? Monsieur le DG? On prend la question, M. Bouchard. Vous prenez note de la question? On pourra revenir avec ça parfait, aussi. Parce que, selon moi, on a déjà quelqu'un qui gère les crises médiatiques. Et puis, on a une nouvelle conseillère en communication. On n'a pas besoin de payer des frais à Enigma, compte tenu du fait qu'on a passé par National, Ryan, Morin Communication, Canon Wolf. Je me dis, est-ce qu'on fait le tour des firmes de communication du Québec? On a compris la question, on viendra avec ça. Merci. J'en ai une autre. Est-ce qu'il y a d'autres questions sur les comptes à payer? Oui, un autre sur les comptes à payer. J'ai vu énormément de frais d'avocats. OK? Les sommes de 19 000, 2 000, 12 000 pour Gowling. Des sommes de 11 000 environ et 6 400 pour Bélanger Sauvé Avocat. Tout pour des services juridiques. Ça énumère certains dossiers. Ma question, Monsieur le directeur général, Monsieur le Président, c'est quoi ces dossiers-là? Je leur ai demandé en plénier. J'imagine que vous ne pouviez pas me répondre nécessairement en public, mais je trouve que c'est important parce que je trouve qu'on passe par des avis légaux innécessaires. On a dépensé presque 900 000 l'année passée. Et là, je me demande si on vise la même somme cette année quand on a un service des contentieux, des services juridiques très compétents. Merci. D'accord. Écoutez, là, je vais tout de suite faire une petite mise au point. Là, on est dans le dépôt de documents. Et puis, quand les élus interviennent, c'est lorsqu'il y a une proposition qui est dûment proposée et appuyée. Là, ce n'est pas le cas. Ça, c'est un peu comme un avis de motion lorsqu'on fait un débat sur un avis de motion, ce que j'ai vu dans le passé. Alors, je m'excuse, mais selon notre règlement, c'est des dépôts de documents. Vous en prenez connaissance. Et puis, il n'y a pas de débat là-dessus parce qu'il n'y a pas de proposition en tant que telle, si on suit le règlement. Alors, les documents sont déposés, Madame la greffière, à 15.1, 15.2, 15.3, 15.4, 15.5, 15.7. On va passer tout de suite maintenant à l'item 16, qui est 16.1, Conseil d'agglomération. Monsieur Séguin. Monsieur le Président, je propose que le Conseil donne une orientation favorable à l'adoption des résolutions apparaissant au point CA, _160825, 1.2, 1.5 à 1.7, 1.9, 1.13 à 1.16, 1.19, 1.20, 1.22 à 1.24, 1.26, 1.27,
1.30, 1.31, 1.35, 1.38, 1.39, 1.41, 1.43 et 1.44 du Conseil d'agglomération et donne une orientation de désaccord avec le point 1.10. Le Conseil donne au maire ou à son représentant l'opportunité de voter à l'encontre d'une ou de plusieurs orientations si de nouveaux éléments ou de nouvelles informations surviennent après l'adoption de la présente résolution. J'appuie cette proposition, Monsieur le maire. Est-ce qu'on est tous d'accord, monsieur? Oui, j'ai des commentaires. J'ai une question que je n'ai pas pu poser avant. J'aimerais savoir pourquoi on vote contre le 1.10 et en quoi ça consiste, s'il vous plaît. Tout à fait. Monsieur, on en a parlé l'après-midi. Monsieur Bouchard, si vous voulez expliquer, s'il vous plaît. En fait, c'est une question fort simple. C'est que la Ville de Longueuil souhaite se verser un montant pour le lotissement du terrain où sera installé le futur centre de l'usine de biométhanisation. Présentement, légalement, on a de sérieux doutes sur la légalité de cette possibilité-là de pouvoir se verser à une ville ces sommes-là. Donc, c'est pour ça qu'on vote contre et on va demander des avis juridiques pour contester si c'est le cas, parce que c'est une somme de pratiquement 400 000 $ que la ville s'octroierait elle-même. Ah, merci, ça explique les choses. Merci. Alors, est-ce que ça va pour le 16.1? Oui, mais je veux juste clarifier quelque chose. C'est important, j'ai le droit de le faire. Mais j'ai le droit de le faire, OK? Moi, par rapport au dépôt, j'avais des questions que je n'ai pas pu poser en plénier, et c'est le but de mon intervention. Aucunement question de vote ou de débat. Merci. D'accord, merci. Alors, OK, ça va pour le Conseil de Glos, c'est adopté, si j'ai bien compris. Maintenant, je voudrais revenir peut-être au dépôt de documents. Là, on a passé vite tantôt, on était un petit peu distrait. Il y a 15.7 sur lesquels je voudrais revenir, puis je voudrais, parce qu'on n'a pas eu le temps de le faire en plénier encore, malheureusement. Alors, je voudrais peut-être, M. Bouchard, vous mettre en contribution un petit peu là, pour la lecture d'un document au 13.7, un courriel du 4 mai 2016, s'il vous plaît. En fait, merci, M. le maire, de m'offrir l'opportunité de préciser certaines informations concernant le rapport de la firme Banks & McKenzie sur l'audit du climat de travail. Alors, dans un premier temps, il faut savoir que le mandat qui a été octroyé à la firme Banks & McKenzie l'a été par le directeur des ressources humaines, et dès le début, la notion de confidentialité se devait d'être rigoureusement respectée afin d'assurer aux personnes qui ont été rencontrées par le consultant une assurance totale que le rapport ne serait pas nominatif et que personne ne pourrait identifier les participants. La démarche étant administrative, les membres du comité de planification ont assisté à une rencontre le 10 mai dernier avec le consultant et ont obtenu une copie papier de sa présentation. Avant même la rencontre, les membres du comité de planification, avant même la rencontre avec les membres du comité de planification, le consultant avait acheminé le courriel suivant et qui figure comme un document en dépôt à l'ordre du jour d'aujourd'hui afin de s'assurer du respect de la confidentialité du dossier. Alors, le courriel était de la part du consultant adressé à la mairie de Brossard, en copie conforme, le directeur des ressources humaines et moi-même. Et l'objet était l'anonymat et confidentialité, daté du 4 mai. Donc, Monsieur le Duc, la présente est pour vous rappeler que dans le cadre de notre audit portant sur le climat organisationnel auprès des directions de la Ville de Brossard, nous avions convenu avec les répondants que le rapport de cet exercice demeurerait anonyme et confidentiel. Nous avons confirmé à chacun que les copies imprimées devaient être remises après la lecture à notre cabinet conseil. Il s'agit d'un engagement ferme qui, s'il n'est pas dûment respecté, pourrait mettre en péril la confiance et les participants nous ont témoigné. Nombreux répondants se sont livrés en toute intimité, convaincus par l'objectif positif et constructif de la démarche. Je me dois donc d'insister pour vous rappeler que toute reproduction totale ou même partielle du rapport serait inappropriée et pourrait avoir des conséquences majeures sur le déroulement de notre exercice ainsi que sur toute nouvelle initiative auprès des employés de la Ville. Je vous prie d'agréer, Monsieur, l'expression de mes salutations distinguées. Merci beaucoup. Madame Skelling, aussi, je pense que dans les documents déposés, il y a un avis juridique que j'aimerais que vous nous lisiez, s'il vous plaît.
Donc, c'est un avis juridique qui a été rendu par Maître Hélène Francis de chez Casavant-Mercier le 12 août 2016, suite à une demande en fait, 2 questions qui ont été posées par le directeur général le 8 août. Alors, les questions étaient les suivantes. Existe-t-il une obligation de confidentialité s'imposant à tout membre du Conseil de la Ville relativement aux faits, informations et documents dont ils ont pu prendre connaissance à l'occasion d'une réunion d'un comité du Conseil et notamment une réunion du comité de planification? Et 2, le cas échéant, quels sont les moyens de faire respecter cette obligation du membre du Conseil? Donc, au niveau des réponses, les recherches ont été effectuées en tenant compte des dispositions pertinentes de la loi sur l'éthique et la déontologie en matière municipale, du Code d'éthique et de déontologie des élus, de la loi sur l'accès aux documents des organismes publics et la protection des renseignements personnels et de la loi sur les cités et villes ainsi que le Code civil du Québec. L'analyse a également été faite en vertu de la jurisprudence existante et tenant compte de la doctrine à ce sujet. Donc, la réponse à cette demande d'avis est la suivante. Pour les motifs énoncés plus bas, nous sommes d'avis qu'un conseiller municipal est assujetti à l'obligation de garder confidentielle l'information obtenue dans le cadre de réunion d'un comité ou d'une commission du conseil et qui ne serait généralement pas accessible ou à la disposition du public. Un manquement à une telle obligation est susceptible de donner ouverture à divers recours, lesquels pourront être déterminés en considération de la gravité du manquement, en allant du simple avis à une plainte déontologique, une injonction ou un recours en dommages-intérêts. L'analyse est faite selon les paramètres suivants. L'obligation de confidentialité s'imposant à tout membre du Conseil de la Ville relativement aux faits, informations et documents dont ils ont pu prendre connaissance à l'occasion d'une réunion d'un comité du Conseil et notamment une réunion du comité de planification. Le statut de membre du Conseil permet d'avoir un accès à l'information et aux renseignements détenus par la Ville de façon plus large que celui du public en général. Ce droit d'accès particulier a été reconnu au conseiller municipal lorsqu'il était nécessaire à l'exercice de ses fonctions. Toutefois, cet accès privilégié ne confère pas un caractère public aux documents ou à l'information qui sont fournis à l'élu et ce dernier ne peut les diffuser ni les utiliser à d'autres fins. Le guide d'accueil et de référence transmis aux élus par le ministère des Affaires municipales suite aux élections générales de 2013 précise justement, la section 2.7.2, que l'élu qui obtient une information demandée pour prendre une décision au Conseil n'a pas le droit de communiquer à son tour cette information à des tiers sans l'accord du Conseil. Ce devoir de réserve s'impose notamment en raison de son obligation de loyauté envers l'organisme au sein duquel il siège, découlant de l'article 323 du Code civil du Québec qui se lit comme suit. L'administrateur ne peut confondre les biens de la personne morale avec les siens. Il ne peut utiliser à son profit ou au profit d'un tiers les biens de la personne morale ou l'information qu'il obtient en raison de ses fonctions, à moins qu'il ne soit autorisé à le faire par les membres de la personne morale. Ce principe est repris dans la loi sur l'éthique et de déontologie et qui doivent notamment, sur l'éthique et la déontologie en matière municipale à l'article 6 qui prévoit les règles prévues au Code d'éthique doivent notamment interdire à tout membre d'un conseil de la municipalité d'utiliser, de communiquer ou de tenter d'utiliser ou de communiquer tant pendant son mandat qu'après celui-ci des renseignements obtenus dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions et qui ne sont généralement pas à la disposition du public pour favoriser ses intérêts personnels ou ceux de toute autre personne. L'obligation de confidentialité telle que libellée dans la loi vise les cas où l'élu utiliserait cette information pour favoriser ses intérêts personnels. Ce serait le cas, par exemple, lorsque l'information qui est utilisée pour des raisons politiques, comme cela a été constaté dans le cadre d'une plainte déontologique dont la commission municipale a été saisie en 2013. Dans cette affaire, un conseiller municipal de Grenville-sur-la-Rouge avait dévoilé publiquement que les taxes du maire avaient été payées en retard en 2011. Le Code d'éthique de cette municipalité définit la notion d'intérêt personnel comme étant un intérêt direct ou indirect, pécuniaire ou non, réel, apparent ou potentiel. Celui de Ville de Brossard prévoit la même définition. Constatant que cette divulgation s'était produite à des fins politiques dans le cadre d'une lutte de pouvoir entre le conseiller et le maire afin de discréditer ce dernier, la commission municipale a conclu à un manquement au devoir de confidentialité découlant de l'article 6 de la loi sur les élections, de la LEDMM et a imposé une suspension de 10 jours pour ce manquement.
Ce devoir de confidentialité se trouve également dans le Code d'éthique et de déontologie des élus de la Ville, que les membres du Conseil ont par ailleurs prêté serment de respecter lors de leur assermentation suite aux élections générales de novembre 2013. Or, l'obligation de confidentialité et de protection de l'information y est rédigée de façon plus large que dans la loi sur l'éthique et la déontologie en matière municipale, en ce qu'il ne vise pas que les cas où l'information aurait été utilisée pour favoriser ses intérêts personnels. Voici ce que prévoit le Code de la Ville de Brossard au niveau de la confidentialité et la protection de l'information. L'article 14, discrétion et confidentialité. Les élus de la Ville de Brossard n'utilisent pas ou ne communiquent pas des renseignements obtenus dans l'exercice de leurs fonctions et qui ne sont généralement pas à la disposition du public. Ils reconnaissent et respectent le caractère confidentiel de ces informations dont ils ont connaissance à l'exercice ou à l'occasion de leurs fonctions. Cette reconnaissance est une obligation et perdure même lorsque l'élu a cessé d'occuper sa fonction. À l'article 15, abus de confiance et malversation, les élus ne peuvent détourner à leur propre usage ou à l'usage d'un tiers un bien ou une information appartenant à la Ville. Il ne serait donc pas nécessaire de prouver que l'utilisation de l'information par un élu l'aurait été pour favoriser ses intérêts personnels, pour conclure à un manquement au Code de déontologie de la Ville. À notre avis, une telle obligation rejoint davantage le devoir de loyauté imposé par l'article 323 du Code civil du Québec et est tout à fait justifiable, surtout si l'information divulguée était de nature à nuire à la Ville, ses employés, partenaires ou fournisseurs. À titre d'exemple, la divulgation par un élu d'informations obtenues dans le cadre de ses fonctions serait susceptible de constituer un manquement si elles étaient relatives à un renseignement personnel visé par les articles 53 et 54 de la Loi sur l'accès, une opinion juridique visée par l'article 31 de cette même loi, ou encore un secret commercial ou un renseignement fourni par un tiers qui est généralement traité de façon confidentielle par ce tiers. En fait, la Loi sur l'accès à l'information prévoit une section complète de limitation au droit d'accès aux renseignements dont dispose un organisme public et qui constitue autant d'exemples de situations où l'obligation de confidentialité d'un élu doit s'imposer, que ce soit pour des raisons économiques, de sécurité publique, de protection des tiers. Ces dispositions sont libellées de façon à accorder une certaine discrétion à l'organisme public pour décider s'il souhaite ou non divulguer cette information. Or, ce choix ne peut dépendre de l'initiative d'un seul membre du Conseil. Par ailleurs, s'il va de soi que les délibérations du Conseil tenues lors des séances publiques sont publiques et accessibles à tous, nous sommes d'avis que celles tenues lors de réunions de comités ou de commissions devraient bénéficier de la protection de confidentialité, au même titre que celle visée par l'article 35 de la Loi sur l'accès à l'info qui se lit comme suit. Un organisme public peut refuser de communiquer les mémoires de délibération d'une séance de son conseil d'administration ou, selon le cas, de ses membres dans l'exercice de leurs fonctions jusqu'à l'expiration d'un délai de 15 ans de leur date. Il est en effet important de préserver l'ouverture des discussions dans le cadre de ces rencontres sans crainte qu'elles ne soient divulguées publiquement, puisqu'en un tel cas, il serait fort à craindre que les échanges ne puissent se faire aussi ouvertement et, par voie de conséquence, aussi efficacement. Donc, au niveau de la deuxième question, quels sont les moyens de faire respecter cette obligation de confidentialité du membre du Conseil? Nous avons vu que le fait par un élu de divulguer des renseignements obtenus dans le cadre de l'exercice de ses fonctions et qui n'est généralement pas à la disposition du public constitue un manquement au Code d'éthique et de déontologie des élus de la Ville. Un tel manquement pourrait donc faire l'objet d'une plainte à la Commission municipale du Québec qui serait saisie et qui déciderait de la sanction à imposer. La loi, justement, prévoit que la sanction maximale qui peut être imposée à un élu est une suspension de ses fonctions pendant 90 jours. Par ailleurs, certains renseignements peuvent, par leur nature, nécessiter des mesures immédiates afin d'empêcher, par exemple, leur divulgation et éviter que des dommages soient causés du fait de cette divulgation. La Cour supérieure serait en ce cas compétente pour imposer une injonction visant à empêcher cette divulgation. Cela éviterait de porter atteinte à une négociation en cours, notamment. L'élu en défaut pourrait également être poursuivi en dommages-intérêts par toute personne qui subirait un préjudice du fait de cette divulgation, en vertu des principes généraux de responsabilité civile. En conclusion, nous espérons que la présente opinion répond à vos questions et demeurera en votre entière disposition pour toute discussion ou information supplémentaire à ce sujet. Merci, Mme Skelling. Ça nous amène au point 16. Oui, Monsieur le Président, j'aurais une question à poser, puis j'apprécierais énormément pouvoir la demander. Ce serait très apprécié de ma part, monsieur. Je m'excuse. Monsieur le maire. Je m'excuse, mais... Parce que j'ai des questions par rapport au dépôt, qui est un document très intéressant.
Je m'excuse. Nous avons lu avec intérêt cette opinion juridique qui conclut que les membres du Conseil doivent évidemment préserver la confidentialité Madame Assad, et des documents qu'ils reçoivent dans le... Madame Assad, s'il vous plaît. S'il vous plaît. À 16.2, c'est le Conseil d'agglomération, rapport du maire, il n'y a rien. Alors, la levée de l'Assemblée à 17.1. Alors, qu'est-ce qu'il a suggéré? Alors, c'est M. Odenyo et M. Plante, la levée de l'Assemblée. Merci. Bonne soirée à tous. Vous connaissez pas ça, la démocratie, M. Dodson. On va s'arranger en 2000. Bon. Vous, le savoir-vivre, vous connaissez pas ça non plus. Est-ce que vous aimeriez que je le lise? L'Assemblée est finie, mais ça va me faire plaisir de partager mon avis et puis mes questions.